vous, Pierre, parce que nous allons rapidement avec vous parler de cet autre sujet, affaire docteur Diané. Expliquez-nous un peu ce rétropédalage de la Cour, les formes juridiques, le droit à la matière, quels sont les éléments qui paraissent effectivement transparents dans cette question. Alors, il faut rappeler que le cas de Dr Diané est un cas déjà qui revient sur toutes les lèvres. Donc déjà, rapidement, il faut rappeler que la Cour suprême a rendu un arrêt de renvoi hier. J'ai dit parce qu'il faut rappeler que lors de la procédure, il y a l'avocat de Dr Diané, à l'occurrence Maître Lee, qui avait quand même soulevé des exceptions. Et en pareille circonstance, lorsque des exceptions sont soulevées devant une juridiction de premier degré, on sursoit d'abord à trancher, à aller au fond de l'affaire en attendant que la Cour constitutionnelle, normalement, se prononce. Et à l'heure actuelle... La Cour suprême. Non, je viens. À l'heure actuelle, les compétences de la Cour constitutionnelle sont dévolues à la Cour suprême. Donc le principe, c'est la Cour constitutionnelle, mais aujourd'hui, cette compétence-là est transférée à la Cour suprême. Alors, comme c'était le cas avant l'installation de l'institution. Avant l'installation de l'installation. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces exceptions-là, généralement, portaient sur le fait qu'on disait que on a en Guinée, par exemple, une loi sur l'organisation judiciaire de la République de Guinée. Et dans cette loi-là, on a des juridictions de droit commun et des juridictions d'exception. Et les juridictions d'exception, on n'a pas vu mentionner la cour la CRIEF. Donc, on a, par exemple, le tribunal pour enfants, le tribunal militaire. Alors, l'avocat, dans ces exceptions, a eu à rappeler que, quelque part, la CRIEF même a été créée par un décret-loi, alors qu'il y a déjà une loi en Guinée sur l'organisation judiciaire de la République de Guinée. Ouais. Donc c'était des exceptions comme ça qui ont été soulevées, des exceptions d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité qui avaient été soulevées. Ouais. Et justement, sur ces aspects-là, il faut rappeler que la Cour suprême a rendu cet arrêt hier. La Cour suprême a rendu cet arrêt-là en renvoyant, c'est-à-dire les exceptions qui ont été soulevées, et a renvoyé l'affaire, bien sûr, devant la CRIEF. Alors, l'autre aspect qu'il faut rappeler, c'est que maintenant, concrètement, on va aller au fond de l'affaire. C'est-à-dire qu'avant, c'était des exceptions, on n'avait même pas entamé le dossier, on n'était pas au fond de l'affaire, on n'était pas dans les faits, on était juste en face des exceptions soulevées. Maintenant, la conséquence de cet arrêt rendu par la Cour suprême voudrait dire qu'on ira cette fois-ci au fond de l'affaire et on va statuer, rendre une décision. Et c'est ce qu'il faudra apprécier à ce niveau. Mais d'un autre côté, lorsqu'on sait que le principe, que ce soit en Guinée ou ailleurs, lorsque des exceptions sont soulevées devant une juridiction de premier degré, on attend, si ces exceptions-là sont liées à l'inconstitutionnalité, on attend à ce que la Cour constitutionnelle, en temps normal, ou aujourd'hui la Cour suprême, rende son arrêt, soit accepte, confirme ces exceptions-là ou les rejette tout simplement. Le cas Diané, on a rejeté ces exceptions et la conséquence, on ira au fond de l'affaire cette fois-ci avec les avocats de Dr Diané qui vont le défendre, les avocats, le procureur de la CRIEF et les avocats de l'État vont également défendre. Ça sera une contradiction qui reviendra à ce niveau. Une véritable contradiction. On a d'autres éléments qui nous intéressent effectivement dans l'évolution de ce procès, c'est les vacances judiciaires qui sont bien sûr annoncées aujourd'hui. Le sort effectivement de ces détenus des crimes économiques. Nous aurons l'occasion de parler de ce sujet avec l'invité de ce matin. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons essayer de partir directement sur le terrain avec l'invité, s'il est bien sûr présent et que la régie me confirme. Alors, rapidement, Odilon, on a quand même eu ce débat ici avec Maître Antoine Pépé Lama. Et il le disait qu'au final, les gens comprendront effectivement l'issue de ce dossier. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec ce déroulement, on peut dire que oui, ils avaient raison dans leur entendement? Non, au fait, c'est deux situations à ne pas confondre. La première décision qui avait été rendue, sur laquelle nous avons échangé et autour de laquelle Maître Pépé est intervenu, était en rapport avec une autre question. Et cette deuxième... Qu'est-ce que tu racontes? Oui, bien sûr. Sur la liberté provisoire. Sur la liberté provisoire, eh bien, que la chambre d'instruction et la chambre de contrôle d'instruction avaient accordé à Dr Diané. Ça, c'était le sens de la première ordonnance.
celle qui est intervenue hier, ce sont les exceptions qui avaient été soulevées par Maître Clé Ciré Ly, demandant, soulevant que est-ce que la CRIEF vraiment était compétente pour connaître de cette affaire-là. D'autant plus que c'était intelligemment fait, mais sauf que moi, dans mes analyses, je prévoyais déjà, je présageais qu'une telle démarche ne pouvait pas prospérer. Intelligemment fait, pourquoi? Parce qu'il estime que les infractions pour lesquelles Dr Diano est poursuivi ont été commises quand il était en fonction. Et en la matière, il y a une juridiction entre guillemets qu'on appelle la Haute Cour de justice en temps normal. Mais lorsque vous prenez un peu les... Qui n'a pas été installé d'ailleurs. Qui n'existe que dans les textes. Voilà. Lorsque vous prenez d'ailleurs les textes qui ont créé la CRIEF, il est dit dans un des textes que toutes les infractions qui sont commises et pour lesquelles la Haute Cour était compétente devront désormais être connues par la CRIEF. Donc, c'est en cela que je disais qu'une telle démarche n'allait pas prospérer. Mais ce qui est important est que lorsque l'exception a été soulevée, le droit de ce point de vue dans son fonctionnement a été respecté parce qu'il y a eu suspension et en attendant que la décision de la Cour suprême justement, Ce qui est extrêmement évident, il est déjà en ligne, comme je l'ai dit tantôt, nous allons avec lui. C'est bien sûr Monsieur Ibrahim Sano. Monsieur Ibrahim, bonjour. Bonjour, monsieur. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir sur ce plateau avec nous. Il faut rappeler que nous échangeons avec vous sur 3 thématiques extrêmement importantes, disons. La première, c'est bien sûr cette question de putsch au niveau du Niger. La seconde, c'est la question de la CRIEF, parce qu'il faut rappeler que vous êtes un rédacteur de textes, notamment sur les crimes économiques en République de Guinée, avant que la CRIEF ne soit même installée. Vous avez donné des pistes de solutions dans ce document que vous l'avez, avec des détails bien précis sur les détournements réalisés et surtout les invectives de corruption réalisées par des anciens dignitaires de la République. Et l'autre question que nous allons soulever avec vous, c'est bien sûr le statut des institutions de l'enseignement universitaire, les institutions d'enseignement universitaire qui changent. Et il faut rappeler que dans l'une de nos émissions CQFD, vous l'avez fait comme une proposition. Nous voulons bien échanger avec vous sur ces 3 thématiques. Et je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur. Alors, une fois de plus, bienvenue à vous. Nous allons partir avec la toute première question sur le putsch. Quel est le regard que vous portez sur le renversement du président du Niger? La première chose qui arrive apparaît comme ce qu'on pourrait appeler un effet de domino, c'est-à-dire un effet de contagion ou de mode, puisque on sait déjà que dans la même sous-région, il y en a eu déjà 2, 3 coups d'État, sinon voilà, ou 4, parce qu'au Burkina, il y en a eu 2 fois de suite. En plus, on se rend aussi compte que c'est pas la première fois que cela arrive, donc au Niger, puisque en moyenne, donc on en a 5 coups d'État depuis 1960. Depuis donc le premier président Amadi Djouri. Et l'autre chose aussi, c'est que on peut aussi se dire que peut-être quelque part, c'est parce que le président qui a été donc dessus n'a pas pu avoir sa propre pratique de gouvernement. Il a donc marché dans les sillons donc du prédécesseur et que peut-être qu'en s'y inscrivant, il n'a pas pu résoudre les problèmes qui sont des problèmes structurels, surtout économique, crise alimentaire liée à la sécheresse et aussi liée aussi, comment on va dire, à la baisse donc de la production nationale et après les problèmes économiques et les problèmes de sécurité. L'autre raison aussi peut-être que c'est la remise en cause. Ce coup d'État peut apparaître comme la remise en cause de sa légitimité. Quand on sait comment est-ce qu'il a été élu, ce qui en est suivi à la veille même de son élection, la tentative de coup d'État donc dont son prédécesseur avait été victime. Donc, premièrement, on peut dire qu'il y a un effet de domino ou un effet de contagion. Puis, c'est que c'est historiquement donc l'ancrage, la répétition d'une tradition, 4e ou 5e coup d'État. Et puis aussi, peut-être qu'il n'a pas su marcher, donc montrer une nouvelle pratique de gouvernement, donc il s'est inscrit dans les sillons de l'antécédent. Et cela, non, sûrement, ne lui a pas permis de répondre aux problèmes donc, de développement ou les problèmes allégués pour lesquels donc, il a été renversé. Et puis aussi, peut-être, la mise en cause, surtout, de sa légitimité.
Alors aujourd'hui, quelle est la solution qu'on peut proposer face à cette situation, puisque les avis sont en train d'être donnés? Est-ce qu'il faut passer à une intervention militaire? Est-ce qu'il faut des sanctions économiques fortes? Est-ce qu'il faut accompagner ces militaires jusqu'à la fin de la transition? Selon votre angle, votre point de vue, qu'est-ce qu'il faut pour que cette situation au Niger soit réglée, mais surtout pour éviter la contagion vers certains pays? Bon, déjà, la première solution que la CEDEAO a essayé donc dans son deuxième communiqué, consistant à dire qu'elle demande le retour à l'ordre constitutionnel sans délai, sans condition. Ouais. Cette solution-ci me paraît très, très impossible dans ce cadre où les militaires ont déjà dit qu'il y avait donc la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Donc cette solution-ci, je ne crois pas qu'elle puisse donc aller. Donc la deuxième chose, c'est que il est aussi très difficile qu'on puisse parler d'intervention, donc surtout extérieure ou étrangère. Pour qu'il puisse avoir une intervention, il faudrait que les textes le prévoient. Si les textes ne le prévoient pas, il est très difficile. Ça peut paraître comme la violation de la souveraineté de l'État, donc du Niger. Et dans d'autres sens aussi, on sait que dans le communiqué donc de l'état-major du Niger, ouais. Il a été dit très clairement que toute intervention étrangère ou extérieure serait considérée et engendrerait des conséquences désastreuses et incontrôlables. Ouais. Et dans le même communiqué, on rappelle que la situation donc du pays qui reste, comme ils l'ont dit, toujours en proie à l'insécurité imposée par les groupes armés. Je crois que ce rappel n'est pas sans dire que si quelque part vous décidez de faire une intervention étrangère, vous aggraveriez donc la situation donc sécuritaire du pays, déjà très en proie à l'insécurité. Donc je crois que là, cette solution ne marcherait pas. Ouais. Mais l'autre chose, c'est que je crois que à ce niveau, l'ONU a fait des suspensions, a fait donc des sanctions. Il y a eu la suspension donc de l'assistance humanitaire. Ça va avoir beaucoup de dégâts puisqu'il y a 4,3 millions donc de personnes qui seront frappées par l'insécurité. Je crois que des sanctions comme celles-là vont avoir un effet de pression sur les autorités. Oui, seulement là-bas, c'est la population qui doit souffrir et non la junte au pouvoir. Oui, pourquoi est-ce que j'ai dit que ça va? Parce que déjà, depuis 2017, il y avait 1,9 million de personnes qui étaient frappées par l'insécurité alimentaire. Et avec cette crise, lorsque l'ONU donc décide de suspendre les activités, c'est que c'est la population qui va souffrir et cette population va exercer une certaine pression sur l'autorité. C'est-à-dire que oui, la population va souffrir en premier lieu, mais il faudrait que les autorités trouvent des solutions à court terme, et ce qui serait improbable. Et donc, ces pressions peuvent engendrer, peuvent être très, très désavantageuses pour les autorités. Bon, après, oui, mais cette histoire de pression sur les autorités, on sait comment les jeunes fonctionnent. Voilà. Est-ce que ça ne va pas entraîner un bain de sang, une répression sanglante? Non, ce que peut-être on va feigner oublier, c'est que la situation du Niger n'est pas celle du Mali ou celle d'autres pays. C'est qu'avant bien cette situation-ci, on sait que c'est un pays historiquement qui est frappé par la sécheresse. Et que souvent, le niveau des productions, donc, il est insuffisant parce qu'il y a le réchauffement climatique aussi, insuffisant pour répondre aux besoins de la population. Donc, il y a une exposition structurelle quant à donc ici, à l'insécurité alimentaire. Et dans ces conditions-ci, si l'ONU, qui arrive souvent à faire l'assistance humanitaire, arrivait à stopper donc cette assistance humanitaire sans qu'il y ait une solution de substitut, il s'assure qu'il y a une pression. La pression, c'est sur la population, et elle va se déplacer pour s'exercer sur les autorités, contre qui d'ailleurs elles peuvent faire des dégâts très grands. Voyez-vous, donc la détresse peut être une détresse très grande. Alors, Monsieur Sano, tout à l'heure, on parle également de coalition des États où il y a déjà eu des coups d'État. Alors, est-ce que ce système-là ne rendrait pas inefficace les sanctions également de la CEDEAO? Au regard, bien sûr, de l'apport que la Guinée a apporté au Mali lorsqu'on a décidé de fermer les frontières, surtout avec le Mali, la livraison et la transaction. Et la Guinée a ouvert ses frontières, bien sûr. Justement. Vous savez que le Niger a des frontières avec aussi bien le Mali qu'avec le Niger, le Burkina. Mais la partie donc qu'on appelle, la frontière donc des trois pays, ils ont su que vers le nord du Mali, il y a des problèmes. Le Mali, donc, a du mal à recouvrer son intégrité territoriale à la frontière donc, du Niger, ça fait un problème.
vers aussi la frontière donc avec le Burkina, c'est la même chose. Mais je ne vois pas comment les deux pays qui ont déjà des difficultés, quand bien même qui vivent une transition, trouveraient donc ici des possibilités de faire acheminer des approvisionnements vers le Niger voisin, en raison donc de, on va dire, à raison donc de la proximité ou sinon de la communauté des destins. Je voudrais que ces trois pays soient tous frappés par des coups d'État, alors que ces pays ont des difficultés donc à recouvrir l'intégrité de leur territoire à la frontière de ces pays. Alors, ça serait quand même une difficulté, ça c'est sûr. Ça c'est une difficulté. Bon après, ce qu'on sait, ce qui est évident, c'est que je l'ai déjà dit au début, que la première solution consistant à dire retour sans délai, sans condition, ça paraît improbable. Ce qui est sûr, dès lors que l'état-major donc ici a exprimé son soutien aux putschistes, pour, dit-il, préserver la cohésion donc ici au sein des forces de défense et éviter surtout la confrontation meurtrière. Il s'ensuit qu'obligatoirement la CEDEAO serait obligée donc de négocier. Et l'option consistant à dire qu'il faut... Alors, monsieur Sano, au regard de tout ce qui se passe dans la sous-région ouest africaine aujourd'hui, longtemps on a réclamé la qualification de nos armées et on est parvenu à mettre en place ici des troupes d'élite, et ces troupes d'élite sont en train de créer des problèmes à la démocratie dans la sous-région. Quelle solution envisager? Bon, contre les coups d'État, je crois qu'il faut une solution de long terme. D'abord, il faut voir un peu les raisons qui sont alléguées. En Guinée, ça a été qu'il y a eu un changement inconstitutionnel de mandat. Mais je dois vous dire que dans le cas du Niger, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. C'est que lorsque vous prenez l'année 2009, il y a quelque chose de tragique qui est arrivé. Un président qui avait été élu du nom de Tandja Daouda, voyez-vous, Tandja Daouda a fait donc un changement pratiquement inconstitutionnel voilà. Et la raison, c'était qu'il avait introduit deux changements grands dans la Constitution. C'était la non-limitation donc du mandat et aussi le passage du régime semi-présidentiel à celui présidentiel. Il a bénéficié à cette occasion-là donc d'une extension exceptionnelle donc de son mandat de 3 ans. Et c'est à la suite de ça qu'il y a eu un coup d'État qui a permis donc à Issoufou, après les élections, d'être élu. Donc voyez-vous, c'est comme si on est un peu dans un processus de correction d'une erreur du passé. Il y a toujours l'idée de changement inconstitutionnel. Donc les raisons là sont alléguées, ce sont les raisons profondes. La CEDEAO doit pouvoir apporter une solution à long terme. La seconde chose, c'est la question du terrorisme. Dans le cas du Burkina, dans le cas du Mali, la raison qui avait été alléguée était que les autorités civiles étaient incapables d'apporter la réponse donc à la crise donc du terrorisme, la crise sécuritaire. Et face à ça, la CEDEAO n'a pas une solution très claire. Avec Barkhane, c'était la coopération avec la France qui aidait. Le Mali l'a réquisé, on voit que la France est réquisée dans le Sahel, ça fait un vide. Et avec le MINUSMA aussi, le Mali est allé réquiser donc l'ONU, et il y a un problème. Donc il faudrait qu'à longue échéance ou à moindre échéance, que la CEDEAO puisse avoir son armée sous-régionale. L'armée, le structure de l'armée qui permettra donc de lutter contre le terrorisme. Avec ECOMOG, je vous donne l'exemple, la CEDEAO l'a fait au Libéria quand il y a eu la guerre, avec donc en Sierra Leone aussi quand il y a eu la guerre. Lorsque vous avez une armée sous-régionale, et cette armée, elle peut aider. Mais avec condition que le Nigeria, qui est quand même la plus grande économie de l'Afrique, et le pays le plus grand, puisse accepter son rôle de leader. Parce que lorsque vous prenez un pays comme la Guinée-Bissau, s'il y a la présidente tournante, si son président doit faire parler à la Guinée pour imposer certaines choses, quand même ces choses-là seraient acceptées de tous, j'en sais tout de suite que c'est la puissance qu'on voit. Un petit pays par la géographie, un pays historiquement qui a été aidé par la Guinée, et tout de suite la volonté de dire non, le petit pays ne peut pas nous parler très bien. Donc lorsque le Nigeria accepte donc d'assumer donc son rôle de leader et de puissance, sa superficie l'impose, son économie l'impose. D'accord, monsieur Sano. 77 milliards. Ça peut aller. Et je vais vous dire que lorsque ces deux questions seront structurellement résolues... Pensez-vous qu'aujourd'hui, nos chefs d'État puissent changer quelque chose à travers cette situation? Pensez-vous que nos chefs d'État puissent changer quelque chose qui soit à la hauteur de faire quelque chose aujourd'hui à travers tout ce qui se passe? Je ne comprends pas bien la question, reformulez-la, madame. En fait, on est dans la CEDEAO des États. Est-ce que les chefs d'État africains sont suffisamment crédibles pour changer effectivement quoi que ce soit à cette situation?
j'ai dit, premièrement, c'est qu'il n'y a pas de texte qui interdisent le troisième mandat. Vous savez, c'est un organe donc. Mais au Niger, il n'y a pas eu de troisième mandat. C'est pas une question de troisième mandat. Qui est là, qui a son premier mandat. Démocratiquement élu et qui n'a fait que 2 ans et demi. Par les poutistes, la raison alléguée, c'était quoi? Foncièrement, il y a eu un troisième mandat. Et on dit que ce troisième mandat a fait ceci ou cela. Ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison alléguée, c'est quoi? Il y a l'insécurité, le régime civil n'arrive pas à donner les résultats. Il faut couper cet argument aux poutistes dans le futur. Premièrement, il faudrait qu'on essaie des mécanismes permettant qu'ils puissent avoir la démocratie. Mais le militaire l'a été où? Lorsque les djihadistes attaquaient et le Mali, et le Burkina, et le Niger, où étaient ces militaires-là? Ce n'est pas une raison valable. Non, je dis que ce sont ces raisons qui sont alléguées. Et maintenant, les militaires, ils y étaient. C'est comme dans le cadre, par exemple, disons, on va dire, du Niger. Ils disent même que l'insécurité qu'elle a imposée, donc le terrorisme. Et sachez que l'armée fait un aveu d'échec. Mais il faut les aider parce qu'il faut comprendre que face au terrorisme, les États les plus puissants, on a vu dans le cas de l'Afghanistan, avec l'intervention des États-Unis, même les États les plus puissants peuvent éprouver des difficultés. D'où l'idée de la mutualisation des forces. Avec Barkhane, on l'a récusé, avec le ministre, on recuse, mais il faudrait que la CEDEAO puisse avoir son armée pour lutter, pour aider les États à lutter contre le terrorisme, qui est une question quand même transfrontalière, qui est une question internationale, transversale. Et donc une façon de résoudre avec les Comores. La fin, quand il y a eu la guerre au Libéria et en Sierra Leone, ça a permis même d'aider donc à ce que la guerre y finisse. Bien sûr. Avec les Comores, même la CEDEAO a réussi une chose. Je vous rappelle qu'historiquement, Ahmed Tidiane Kaba avait été élu en mars 96. En 97, il y a eu un coup d'État contre lui par Johnny Paul Kourouma. Il a fallu il s'est réfugié à Guinée, il a fallu l'intervention militaire de l'ECOMOG pour le retourner au pouvoir. Bien sûr. Donc, réussi, la CEDEAO a une armée à l'image de l'ECOMOG pour lutter contre le terrorisme et lutter permettant avec aussi des changements permettant de lutter structurellement contre les raisons donc alléguées par les militaires pour le coup d'État. Donc dans la constitution normalement d'une armée d'élite qui appartient à la CEDEAO. Voilà. Oui. Alors on va partir avec le second sujet sur la situation qui se passe avec la CRIEF. Emmanuel, je me tourne vers vous pour la toute première question. Oui, rapidement, moi je vais poser une double question. La première question, c'est est-ce que M. Sano pense aujourd'hui que la CRIEF a toutes les compétences qu'il faille pour juger les crimes économiques? Et la deuxième question, quelle devait être la priorité de la CRIEF? Est-ce la condamnation de ces gens ou bien aujourd'hui chercher par tous les moyens à récupérer les fonds qui ont été détournés? Est-ce que M. Sano est là? Je crois qu'il est parti. D'accord. Donc, sans doute. C'était une bonne question. Non, il faut garder parce qu'on essaye de le reprendre rapidement. Nous allons poursuivre avec. Non, là, je ne comprends pas. Je comprends pas. Monsieur Sano, il parle souvent d'ingérence et il parle de l'intervention de l'ECOMOG en Sierra Leone, au Libéria. Je pense qu'il parlait plus de l'aspect terroriste que de l'aspect délogement des poutistes. Non, il a parlé lorsqu'Ahmed Tidiane Kaba était élu en 2016, en 2017, 96, je m'excuse, il a été invincé et c'est l'ECOMOG qui a rétabli le monsieur. Donc on me fait signe qu'il est là. Emmanuel, tu peux poser la question. D'accord. Monsieur Sano, je disais que j'ai une double question pour vous. La première, c'est est-ce que vous pensez que la CRIEF a réuni toutes les compétences requises pour pouvoir juger les crimes économiques dont elle veut juger aujourd'hui? Et la deuxième question, c'est quelle devrait être la priorité de la CRIEF? Est-ce la condamnation de ces personnes qui ont détourné ou bien chercher à récupérer l'argent qui a été détourné? Je commence donc ici par la première question. C'est qu'au début, ce qui est arrivé est triste. Il y a eu d'abord la volonté de l'État de lutter contre l'impunité et surtout de mettre fin à cela et contre la corruption. Il en fallait. Nous avions depuis longtemps des législations qui ont été paraphées, que nous avons qu'on a élaborées par rapport par exemple à la loi donc ici anticorruption, par rapport aussi au texte de l'ONU sur la corruption qui a été paraphé, des institutions qui ont été mises en place depuis 2011. Mais sauf que quelque part nous manquions d'une cour spéciale luttant contre l'enrichissement par exemple illicite ou sinon la condamnant. Donc ici par l'effet de ce qu'on a appelé par un effet donc spontané, on a décidé de mettre en place une cour de répression. Mais cette cour de répression, quand elle a été créée tout de suite, a décidé donc de s'attaquer à la corruption.
à quoi on a constaté, c'est que, premièrement, on s'est attaqué à ceux qui ont été donc déchus, dans le régime déchu. Peut-être que c'est parce qu'il était plus facile d'avoir des éléments probants sur eux par rapport à la corruption. Et que par rapport aux années antérieures, surtout plus lointaines, qu'il était difficile donc d'avoir des éléments probants. Ouais. Mais sauf que ces gens ils ont été arrêtés, on s'est rendu compte que jusqu'à maintenant, on a du mal à démontrer donc la culpabilité, ça prend du temps, c'est vrai, à organiser aussi un procès qui soit tout au moins donc, un procès équitable et un procès donc digne de la confiance ou de l'espoir qu'a suscité donc ici la CRIEF. Ouais. On se rend compte que les gens donc à la CRIEF ont été peu préparés. Je comprends que après qu'on a créé la CRIEF, tout était spontané, et après donc à faire des enquêtes par rapport à la corruption, ouais. Puisque ça demande une spécialisation. Ceux qui ne sont pas initiés donc aux notions économiques, souvent, même dans le procès, on le sent, qu'il y a une cacophonie. Et aussi, donc, par rapport aux éléments probants, on a eu du mal à avoir les établissements de preuves jusqu'à maintenant. Et je crois que c'est la difficulté que la CRIEF a. On a voulu que la CRIEF puisse travailler, mais qu'elle soit le plus opérationnelle possible. Ouais. Il y a eu dans la procédure donc des manquements qui font qu'aujourd'hui qu'on est en train de retenir des gens en prison en attente donc d'avoir des éléments probants contre eux, ce qui n'est pas logique. Et aussi on s'est rendu compte que la CRIEF a intéressé son action qu'à essentiellement des hommes politiques et surtout qui ont été renversés. Et d'autres hommes n'ont pas été, surtout dans l'armée, on n'en a pas vu. Dans d'autres institutions, dans la durée aussi, on n'en a pas vu. Ça fait ça. Les difficultés donc qu'on a. Par rapport donc à la question que vous aviez posée, est-ce qu'il faut à la CRIEF reconstituer le patrimoine de l'État en finalité dans la lutte contre la corruption ou est-ce qu'il faut condamner? Et je dis que si on n'arrive pas à établir la culpabilité des gens, on ne peut pas quand même confisquer les avoirs, on peut les saisir. Vous pouvez saisir l'avoir de quelqu'un gelé en attendant, mais il faudrait que sa culpabilité soit établie pour, par exemple, confisquer ce qu'il aurait volé. Pour, par exemple, aussi mettre en vente, c'est là où permettre à l'État de s'en saisir et de reconstituer son patrimoine. D'accord. Donc, obligatoirement, si la CRIEF doit réussir, il faudrait que, méthodiquement, qu'elle arrive donc à prononcer des condamnations. Dans la règle de l'art, qui soient des condamnations acceptables, qu'elle arrive à prouver, établir la culpabilité des accusés. Monsieur Sano, Monsieur Sano, les crimes économiques et financiers ont une particularité. Naturellement, en matière judiciaire, il appartient au parquet qui poursuit de démontrer les preuves. Mais est-ce qu'il n'y a pas de la responsabilité aussi des personnes poursuivies de justifier leurs avoirs? Ça c'est évident. Lorsque vous avez saisi quelqu'un, vous devez établir que la personne a fait, mais il faut justifier. Et maintenant, parce que c'est la façon par laquelle on va mettre la personne donc, à l'épreuve, à l'épreuve de la justification, qu'elle se donnera donc la peine d'apporter quelque chose. Mais pour le moment, on se rend compte que dans les éléments qui sont, il y a un tâtonnement, il y a une cacophonie. Quand on les chiffres, les gens qui y sont pour la plupart ne savent même pas quelles sont les accusations qu'on retient contre eux, c'est quand ils apparaissent que maintenant qui sont confrontés donc ici à ça, à l'épreuve donc la justification des éléments retenus contre eux pour lesquels ils ne sont pas au courant. Ouais. Ils ne sont pas au courant, ça fait un problème. Parce qu'après, ça dénote un problème sérieux. Le problème c'est quoi? C'est le problème donc de l'administration de la preuve. Pour la CRIEF, ça fait une difficulté, pour les autres aussi. Souvent, c'est le fait de dire que ça peut prendre la forme d'une cabale politique. Alors, Monsieur Sano, l'autre question, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous affirmez que à la CRIEF, on a du 2 poids 2 mesures? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, justement, ce qu'on apporte généralement, c'est qu'en matière pénale, surtout dans les infractions économiques, il y a ce qu'on appelle la transaction. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que l'État devrait pourtant prioriser la transaction dans le cadre du recouvrement pour renfouler les caisses, ou quelque part, est-ce qu'il faudrait forcément passer par toute la procédure et voir des sanctions d'emprisonnement, des peines d'emprisonnement? Je dis que par rapport à la première question, il y a une chose qui est très simple. C'est que si nous avions donc mis des gens en prison et qu'on est en train donc de les accuser de ceci ou de cela, forcément il faudrait qu'il y ait donc des éléments probants. S'il n'y a pas d'éléments probants, ça fait une difficulté.
Et maintenant, de façon globale, lorsqu'on a dit à quelqu'un qu'on l'a accusé donc de corruption, il faut qu'il y ait la matérialité. Il faut qu'il y ait l'élément donc ici matériel. La légalité, les textes disent les sanctions qu'il faut. Mais la matérialité, c'est les faits. Les faits maintenant peuvent être la transaction. C'est le cas par exemple de blanchiment d'argent. Il y a une somme d'argent qu'on a volée, on l'a mis dans un compte, par exemple, le compte peut être un compte de passage. Au fil d'un certain temps, la cellule de traitement des informations financières se rend compte que l'argent a été donc transféré dans d'autres comptes, où le nominal il est très grand, la somme d'argent elle est très grande, elle est plus grande que le revenu normal de la personne en raison de son activité. Et dans ces cas-ci, ça peut devenir des éléments probants. Ou qu'on a mené des enquêtes, qu'on s'est rendu compte qu'au nom de la personne, ou au nom des collatéraux, c'est-à-dire des parents directs ou non, ou sinon des amis ou des proches, il y a des biens que la personne a pu inscrire à leur nom, pour lesquels donc on somme la personne donc de les justifier. Donc au début, si on veut vraiment réussir la lutte contre la corruption, il faudrait qu'on puisse faire l'inventaire du patrimoine de la personne. Le patrimoine comprend les éléments donc ici, disons, on va dire, financiers. C'est le compte en banque par exemple, c'est la transaction, c'est l'argent que la personne a dans différents comptes. Maintenant, on peut reconstituer donc l'argent qu'elle a dans différents comptes, mais sauf qu'il faut dire que les comptes peuvent être des comptes à l'étranger. Hein. Souvent, ce qu'on présente comme les avoirs des gens en compte, en Guinée, ça peut être des revenus minimes par rapport à ceux qu'ils auraient dans d'autres pays ou dans les paradis fiscaux. Effectivement. Et ce qui fait la difficulté de lutte contre la corruption et contre ce blanchiment-ci. L'autre chose, c'est le patrimoine. Dans le patrimoine, c'est par exemple les immobilisations corporelles. C'est les bâtiments que la personne a, les constructions des étages, il y en a beaucoup qui peuvent l'avoir à Conakry, à l'intérieur, partout, il faut en faire un inventaire exhaustif, en leur nom ou au nom des collatéraux, des femmes ou des enfants. Troisième chose, ça peut être même des matériels. Il y a des gens qui ont des matériels donc ici en location. Un ensemble d'éléments qui pourraient certainement permettre... Donc, si on n'a pas pu faire ce travail, c'est là qu'il y a la difficulté. C'est qu'on a des difficultés donc à établir la culpabilité des gens. C'est là que la CRIEF a des difficultés. Ceux qui ne sont pas experts dans les questions donc de reconstitution du patrimoine, c'est les juristes purs et durs dans la forme. Et au début, on aurait pu les faire assister donc d'experts comptables ou par un pool carrément technique qui aurait pu faire ce travail en amont. Et après, sur la base donc des éléments trouvés, la CRIEF aurait pu faire un travail. Mais maintenant, on a mis les charries avant les bœufs. C'est ce qui donne la difficulté de la CRIEF de le faire. Et surtout qu'elle n'a pas un service hautement qualifié, spécialisé dans les questions économiques comme ça. Parce qu'on sait que la tradition de formation juridique chez nous est une tradition transversale. Plus de généralistes que des spécialistes des questions particulières. Ils sont face aux gens qui quand même ont plus d'expertise qu'eux, qui comprennent et qui ont géré pendant beaucoup d'années, qui comprennent les notions financières plus que. Cette asymétrie au niveau donc de la connaissance fait que la manifestation de la vérité ne peut pas être pour le moment à la faveur de la CRIEF. Ça explique peut-être la rétention qu'on fait. On prend des gens, on a du mal à justifier ou à prouver. On sait qu'on doute qu'ils ont volé. Alors, Monsieur Sano, on a du mal à prouver qu'ils ont volé. Monsieur Sano, est-ce que aujourd'hui pour vous, est-ce que selon vous, on peut dire que la CRIEF a échoué dans sa mission? Selon vous? Globalement, on ne peut pas dire qu'elle a échoué parce que la mise en place déjà de la CRIEF donc procède d'une volonté politique qui est très intéressante. C'est vrai qu'il y a des lacunes, il y a des cacophonies, mais je pense qu'on peut les corriger. Première chose qu'il faille faire, pour ma part, pour le moment, c'est qu'il faut voir dans quelles conditions on peut aménager les conditions de détention, ceux qui y sont. Parce que depuis plus d'une année, on a du mal à prouver la culpabilité, à administrer les preuves les plus banales pour le moment. Ça peut mettre en doute donc ici le travail de la CRIEF et ça, ce n'est pas intéressant. Et après, il faudrait voir dans quelle mesure on peut renforcer les compétences de ceux qui sont à la CRIEF. Comment renforcer? C'est de recruter par exemple des juristes spécialistes dans certaines questions. Ça va augmenter l'expertise ou d'organiser des formations à leur profil ou sinon de mettre en place une autre cellule purement technique qui va faire en amont un travail, c'est-à-dire d'experts comptables, d'analyse financière ou des cabinets internationaux qu'on peut recruter pour en faire le travail en amont de reconstitution du patrimoine. Donc ici, une formation alors là, le procès est déjà entamé. De faire le travail donc de jugement, oui. D'accord. Oui, Emmanuel. Ok, on va aller sur le troisième sujet alors, c'est sur le statut. On n'a plus le temps. Allez-y, allez-y. Alors, par rapport à la détention prolongée d'un certain nombre de personnes, il se dit du côté de la CRIEF qu'il y a la crainte que ces gens-là ne réussissent à sortir du territoire guinéen. Il y a le cas de Batamasso qui en est un exemple.
il y en a qui sont sortis et qui ne sont plus revenus. Est-ce que vous ne pensez pas que justement cet argument-là est justifié pour éviter que ces personnes ne réussissent à se soustraire de la justice, surtout quand on sait que certains d'entre eux ont la double nationalité? Bon, je vais vous donner une réponse qui va vous amuser. La finalité de la lutte contre la corruption, c'est quoi? C'est d'administrer des sanctions exemplaires, lutter contre l'impunité, mais surtout reconstituer le patrimoine de l'État. À l'idée que M. A, par exemple, a été mis en détention provisoire où on a aménagé les conditions de sa détention, il est par exemple astreint donc à un contrôle judiciaire, que la personne arrive à se soustraire de la justice, qu'elle y part. Si en amont, on a pu identifier tout son patrimoine et qu'elle s'est refusée de justifier son patrimoine, dans ce cas-ci, nos textes de loi permettent la condamnation donc à par contumace. Ouais. Si cette condamnation tombe, on peut saisir donc tout son patrimoine. Si la personne sait que tout ce qu'elle a, on a pu identifier en son nom, peut être saisi et qu'elle peut perdre, et qu'elle a une réputation surtout pour ceux qui y sont, et sans sûr que dans ces conditions-ci, c'est facile. Si il se soustrait à la justice, pour fuir, on fait la condamnation par contumace, les textes le permettent, et les biens, donc, la condamnation tombe, les biens reviennent dans le patrimoine de l'État. C'est aussi simple que ça. Mais il ne faudrait pas que, quelque part, il y ait une volonté de dire oui, nous les retenons pour des raisons politiques, parce qu'en aménageant leurs conditions de vie, ils peuvent avoir des visites chez eux, où ils peuvent permettre donc de faire des troubles à l'ordre public. Si on est dans de tels raisonnements, dans la lutte contre la corruption, on est en train carrément d'associer des raisons politiques à une raison normale, valable, et on est en train de dénaturer celle-là. Ça, c'est malheureux. Dénaturer, c'est là. Il ne reste plus qu'à vous dire merci. Le troisième sujet, malheureusement, on est pris par le temps. Nous espérons vous recevoir extrêmement rapidement sur le plateau pour parler de cette question en détail, pour ainsi évoquer effectivement les pistes de solutions que vous avez données et l'application dans le texte et surtout les invectives du texte qui quand même font des graissements dedans actuellement dans la cité de l'enseignement supérieur et des institutions de l'enseignement supérieur. Merci Monsieur Ibrahim de vous être prêté à cette invitation.